Bonjour les amis, j'aime particulièrement l'été, cette période où l'on peut enfin ralentir, recharger les batteries pour mieux repartir. Et si pour cette rentrée, au lieu de nous précipiter dans nos anciennes habitudes, on faisait aussi le point sur ce qui nous anime vraiment, sur ce qu'on a envie de poursuivre, ou bien même d'arrêter. Alors pour celles et ceux d'entre vous qui voudraient repenser et réajuster leur vie professionnelle, je ne peux que vous recommander de vous lancer avec notre fidèle partenaire Chance. Chance, c'est bien plus qu'un bilan de compétences, c'est une communauté d'entraide professionnelle déterminée à vous aider à retrouver votre place dans le monde du travail avec une méthode unique et éprouvée. En seulement 3 mois, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous passionne vraiment. Et ceci avec l'aide d'un coach professionnel dédié. Une fois ensuite votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à ce projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le détail non négligeable, le parcours est finançable avec le CPF, votre compte personnel de formation. Alors si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur le site chance.co pour bénéficier d'un entretien gratuit avec un conseiller, échanger ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle pour démarrer du bon pied cette nouvelle rentrée. Bienvenue dans la saison 6 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h. Des modes, on en a tous connu. Parfois, elles se situent au niveau du langage, comme pour le mot résilience, qui est sorti du domaine des sciences humaines pour envahir la culture. S'agit-il d'une inévitable dérive sémantique ou d'un hold-up idéologique ? C'est ce dont nous discuterons entre autres avec mon invité du jour, connu pour avoir popularisé ce concept. Psychanalyste, neuropsychiatre et auteur de plus de 60 ouvrages qui racontent tous comment guérir de ses blessures pour reprendre goût à la vie, il publie son dernier livre aux éditions Odile Jacob, coécrit avec des universitaires de disciplines complémentaires. Dans ce nouvel essai, Les 2 visages de la résilience contre la récupération d'un concept, il revient sur la généalogie du terme, ses mésusages, et précise les conditions permettant à ce processus de reprise évolutive après un traumatisme de se réaliser. Alors, quel est le vrai visage de la résilience ? Avec lui, aujourd'hui, comprenons mieux comment le cerveau peut se reconfigurer après un traumatisme et les mécanismes psychologiques qui permettent de faire face aux épreuves. Je suis ravie de retrouver aujourd'hui dans Métamorphose pour la 3e fois Boris Cyrulnik. Bonjour. Bonjour. Alors quel plaisir de se retrouver aujourd'hui. Je rappelle pour nos auditrices et nos auditeurs qu'on avait déjà conversé avec passion tous les deux, d'abord sur la carence affective qui engendre la violence, et puis la force de penser par soi-même, un épisode qui a fait date, en tout cas sur les ondes de Métamorphose. Aujourd'hui, on va s'intéresser évidemment à votre cœur de sujet, en tout cas celui pour lequel vous êtes immensément connu, qui est évidemment la résilience. D'abord, peut-être pour commencer, Boris Cyrulnik, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à la résilience et à réaliser vos premières recherches sur le sujet ? Presque toujours, même pour un travail scientifique, il y a une motivation autobiographique. L'autre jour, j'étais à une réunion de linguistes, j'ai demandé qu'est-ce qui vous a motivé. J'ai posé votre question et la plupart des linguistes m'ont répondu: j'ai aimé un père aphasique, un petit frère autiste, j'avais besoin de comprendre. Donc c'est même la motivation, même pour un travail scientifique, est souvent autobiographique. Un grand nombre de psychologues deviennent psychologues parce qu'ils ont un problème personnel à résoudre. Je trouve que c'est une motivation noble. Et en plus, maintenant, c'est dans notre culture, parce que pendant des centaines de milliers d'années, la psychologie n'existait pas. Et on disait, si quelqu'un souffre, on avait une explication. On disait, c'est le voisin qui lui a lancé le mauvais œil, donc le traitement, c'est d'agresser le voisin.
Et on a fonctionné comme ça pendant des centaines de milliers d'années. Donc maintenant, on essaye de s'entraîner à fonctionner autrement. Mmh. Alors sur vos premières recherches, pour la deuxième partie de cette question, à quel moment, vous avez véritablement, commencé à creuser ce sujet? Et puis, qui étaient aussi les autres, pionniers peut-être dans ce domaine? Oui, merci pour cette question parce parfois on dit que je suis le père de la résilience. Et non, non, c'est pas vrai. C'est une psychologue américaine, Amy Werner, qui travaille à Miami, et c'est cette psychologue-là qui a proposé le nom de résilience, le mot de résilience, pour dire reprise d'un bon développement dans des circonstances adverses où logiquement les enfants auraient dû être massacrés, ce qui est le cas pour la plupart des enfants, mais elle dit, 28% des enfants d'une population de 700 enfants en difficulté à Hawaï, 28% des enfants se sont bien développés, alors qu'ils avaient tout pour mal se développer. Et elle en parle à Michael Rutter, avec qui j'ai travaillé, qui est professeur à Londres, et Michael Rutter lui dit: «Ces enfants ont quelque chose à nous apprendre». Il faut s'occuper de ceux qui en sont massacrés, bien sûr, il faut les aider, mais ces enfants qui s'en sont sortis, alors que logiquement, ils auraient dû rester massacrés, ont quelque chose à nous apprendre. Et cette simple phrase a complètement inversé les travaux biologiques et psychologiques et a été le starter, le point de départ des milliers de publications sur la résilience. Donc c'est Amy Werner, Michael Rutter et surtout mon maître John Bowlby, qui avait la même formation que moi, médecin, psychologue, psychanalyste, amoureux de l'éthologie animale et de la neurologie, et c'est lui surtout dont je me sens le plus proche, c'est lui mon maître. Mmh. Intéressant d'ailleurs, dans cet ouvrage, que vous co-signez, que vous avez coécrit, que vous dirigez, mais avec d'autres universitaires, de disciplines complémentaires, c'est vraiment intéressant. On les citera d'ailleurs au fur et à mesure, de l'ouvrage. C'est important pour vous de vous entourer justement d'autres experts du sujet? Mais oui, parce que jusqu'à maintenant, la science fonctionnait en fragmentant le savoir. Et depuis Edgar Morin, on sait que c'est bien de fragmenter le savoir, mais c'est abusif, parce que ça risque d'isoler des autres savoirs. Dans un laboratoire, on peut peut-être fragmenter le savoir, mais pour un praticien, comme je l'ai été, la personne qui s'asseyait près de moi, elle s'asseyait avec son cerveau, avec son corps, avec son passé, avec sa religion, avec ses connaissances, sa famille, son contexte. Donc c'était un objet hétérogène que je ne pouvais pas fragmenter. Et ce savoir fragmenté nécessaire à donner des prix Nobel, mais à mener aussi au cloisonnement du savoir dénoncé par Edgar Morin. Et c'est un autre savoir. Le savoir clinique est un autre savoir qui n'exclut pas le savoir scientifique, mais qui s'ajoute pour mieux comprendre la personne qui s'assoit auprès de nous. Mmh. Ça, c'est vraiment intéressant. Moi, je dis souvent dans Métamorphose, sur un tout autre sujet, mais que je milite aussi pour une biodiversité de la parole. Alors, c'est une autre forme de défragmentation, mais on sait que toute monoculture, quand on le voit dans la nature, est mauvaise en réalité. Mais oui, ça ne veut pas dire que les gens mentent, hein. Ça veut dire en creusant leur sillon, ils s'isolent des autres. Donc c'est partiellement vrai et totalement faux. C'est partiellement vrai, c'est la méthode scientifique qui est respectable et qui mène à un savoir, le savoir de laboratoire, mais qui doit donner la parole aux gens de terrain, que j'appelle les laboureurs, parce que même les aides-soignantes, les infirmières, les parents ont un savoir, mais c'est pas un savoir académique. C'est un autre savoir fondamental et qu'il faut développer et que les théories de la résilience développent. C'est pour ça que pour répondre à votre question, j'ai dû faire comme je l'ai fait dans tous les groupes de recherche que j'ai organisés. Je ne peux pas tout savoir. Donc je suis obligé d'inviter des chercheurs de disciplines différentes. Alors il y a 40 ans, tout le monde me disait: «Ça va être des conflits incessants». Stupeur, c'est le contraire. Les gens sont intéressés par le savoir des autres
Et dans les auteurs que vous allez citer, il y a un grand biologiste qui méprisait la psychanalyse. Et il a rencontré dans un groupe de recherche un grand psychanalyste qu'on citera tout à l'heure, j'espère, qui avait horreur de la biologie. Et vous savez quoi? Eh bien maintenant, ils partent en vacances ensemble, ils publient ensemble. Donc, contrairement à ce qu'on nous prédisait, ce savoir intégratif est une ouverture de l'esprit facilitée par l'approche de la résilience. Mmh. Vraiment, passionnant évidemment, on va parler d'eux tout à l'heure. Pour commencer, est-ce qu'on pourrait, comme selon l'expression populaire qui me vient comme ça, remettre l'église justement au milieu du village? Définir, déjà commencer par ça, par, redéfinir la résilience. Enfin, pas la redéfinir, la définir tout court. Eh ben, on va je fais que ça, mais merci pour votre question parce qu'il faut le refaire sans cesse. La définition de la résilience, elle est tellement évidente, logique et bébête que je vais quand même la faire. La résilience, c'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Il ne peut pas y avoir de définition plus logique et plus bébête. Vous avez Mmh. un trauma, qu'est-ce qu'on fait? Si vous restez seul, eh ben vous allez être prisonnière du trauma. Vous ne pourrez pas vous en sortir, comme disent les gens, je ne m'en sors pas. Si on vous entoure, si on vous soutient, si on vous sécurise, si on vous donne la parole et si on travaille avec vous, un grand nombre de blessés du corps et de l'âme, ou de l'âme, s'en sortiront. Ça ne veut pas dire qu'ils vont oublier, ça veut dire qu'ils vont le fait de chercher à comprendre leurs blessures va les faire cheminer dans une autre direction. Ils vont faire quelque chose de leurs blessures. Alors, merci de l'avoir, rappelé parce que comme vous le dites, même si ça semble, bébête, ou simple, eh bien, ce concept, et puis cette terminologie a été, mal utilisée, s'est popularisé et puis finalement, est parti, un peu dans tous les sens, en tout cas dans son usage. Alors peut-être, revenir sur pourquoi ce terme a été un peu récupéré, comment il a mal évolué d'un certain côté, en tout cas, dans le champ de la culture d'une autre, peut-être d'une culture peut-être plus populaire. Alors on va revenir dessus et notamment ce qu'il ne désigne pas, notamment, une qualité. Il ne désigne pas une qualité, par exemple. Alors oui, c'est ça. C'est-à-dire que le processus de résilience n'est pas une qualité. C'est un processus, c'est-à-dire quelque chose d'évolutif qu'on peut déclencher, mais qu'on peut aussi ne pas déclencher. Si on ne déclenche pas, il n'y a pas de résilience. Alors, tous les mots scientifiques sont récupérés et parfois même dévoyés. Actuellement, le sigle ADN est employé tous les jours. Qui peut donner la structure chimique de l'acide désoxyribonucléique? Personne. Le sigle ADN métaphorise, c'est au plus profond de moi, c'est dans mon ADN, c'est inexorable, ça ne peut pas changer. Ce qui est faux. Il y a eu plein de prix Nobel actuellement sur l'épigénétique, c'est-à-dire qu'un segment de la bandelette ADN s'exprime de manière incroyablement différente selon les structures du milieu. Et ce que je viens de dire est difficile à penser dans une culture dualiste comme la nôtre, qui dit, depuis Descartes, depuis le dualisme chrétien, le corps est d'un côté et l'âme de l'autre n'ont aucun rapport. Or, on est tous entraînés à fonctionner comme ça. Or, j'ai été invité au Japon et beaucoup de philosophes japonais que j'ai admirés me disaient la notion d'individu est une illusion de la pensée occidentale. Notre corps est traversé par les pressions du climat, de la chaleur, de la densité des populations, et notre âme est traversée par des mots, par des récits qui viennent se croiser, et c'est à nous de choisir. Donc l'individu n'existe pas, mais la personne existe. Persona, celui, celle par qui un discours s'exprime, celui, celle qui devient sujet de sa parole. Alors la personne s'exprime, je sais à peu près qui je suis, alors que l'individu est complètement soumis aux pressions du milieu. Mon cerveau
Même votre cerveau aussi, Anne, est sculpté par votre milieu et par votre existence. Si vous avez été abandonné dans votre petite enfance, vous aurez des atrophies cérébrales qu'on voit sans difficulté, parfois au scanner de ville et maintenant à la résonance magnétique, qui est une performance technique stupéfiante, où on voit les petits réseaux de neurones se coaguler sous l'effet du pression du milieu. S'il n'y a pas de pression du milieu, il y a une atrophie. Et quand j'ai travaillé en Roumanie, où 200 000 enfants ont été abandonnés par une pensée politique criminelle du tyran Ceausescu, qui obligeait les femmes à travailler dans les usines 14 heures par jour, qui interdisait toutes les méthodes de contraception, ces femmes mettaient au monde des enfants dont personne ne pouvait s'occuper. Donc il y a eu des grands mouroirs que j'ai vus où les enfants, tragiquement, idéologiquement privés d'altérité, ces enfants n'étaient que auto-centrés. Et quand on a fait des scanners de ville, on voyait sans difficulté l'atrophie des 2 lobes préfrontaux, le socle neurologique de l'anticipation, des 2 anneaux limbiques à la face interne des hémisphères, socle neurologique de la mémoire. Il n'y avait pas d'altérité. Donc il n'y avait personne vers qui aller, il n'y avait pas d'altérité, donc il n'y avait rien à mettre en mémoire, et ces zones correspondantes du cerveau étaient atrophiées, ce qu'on voyait sans difficulté au scanner de ville. Mais quand la résonance magnétique nucléaire est apparue, là on a eu une information supplémentaire, c'est qu'à la face interne des 2 hémisphères, il y a un petit noyau de neurones qu'on appelle l'amygdale rhinencéphalique et qui était hypertrophié parce qu'il était plus freiné par le cerveau bien structuré. Le cerveau étant mal structuré, atrophié, ne pouvait plus freiner cette petite amygdale et elle hyperfonctionnait. Or, cette amygdale, c'est le socle neurologique des émotions insupportables de haine, de colère, d'angoisse, de désespoir. C'est-à-dire que ces enfants avaient acquis une dysfonction cérébrale parce que le milieu était dysfonctionnel. Donc c'est complète ce raisonnement que je viens de vous proposer, grâce à votre question, ce raisonnement est totalement opposé au dualisme, le corps d'un côté, l'âme de l'autre, les 2 fonctionnent ensemble. Alors Mmh. là, donc, mais beaucoup de gens ont du mal avec cette phrase que je viens de vous proposer. Beaucoup de gens continuent à raisonner avec les mots c'est inné ou c'est acquis, ce qui est un cul-de-sac conceptuel. Mmh. Merci de nous avoir, éclairés, ça m'entraîne cette question qui est: est-ce que la résilience, ce concept, ne peut, du coup s'appliquer que lorsqu'il y a eu un traumatisme avéré, d'un point de vue justement, psychiatrique? C'est-à-dire quand il y a ces lésions-là dont on parle? Ou est-ce que dans un cas de blessure ou de mal-être, est-ce que ça s'applique aussi? Alors, par définition, il faut qu'il y ait une blessure. Cette blessure, elle peut être flagrante, un accident aigu, elle peut être insidieuse, une difficulté de développement dont on prend mal conscience. Par exemple, beaucoup d'enfants sont mal parce que leur mère est mal. Qu'est-ce qui peut rendre une mère mal? La précarité sociale, la violence conjugale, la guerre, beaucoup d'autres accidents de la vie peuvent faire qu'une mère est en difficulté. Quand une mère est en difficulté, l'enfant a un environnement, une niche sensorielle en difficulté. On en prend mal conscience et pourtant le cerveau a du mal à se structurer. Donc, ou bien c'est un trauma flagrant, on comprend sans difficulté, il y a eu une agression, il y a eu un abandon, il y a eu une guerre, c'est un tremblement de terre, c'est facile à comprendre, mais il faut intégrer dans la résilience les traumatismes insidieux, les troubles développementaux, parce que la famille fonctionne mal pour des tas de raisons extérieures à la famille. Comme je disais tout à l'heure, c'est la guerre. Actuellement, on voit la guerre réapparaître et on voit que les processus sécurisants d'attachement sont altérés dans ces pays en guerre. Et ça, donc il y a un trauma, mais ce trauma, on y pense moins. La précarité sociale est un trauma
quotidien, insidieux. Il n'y a rien à manger ce soir, ou j'ai du mal à finir le mois. Alors ça, il y a des milliers, des millions de gens en France qui tiennent ce genre de raisonnement. J'ai du mal à finir mon mois. Eh bien, ces gens-là sont moins disponibles pour leur enfant. Donc la niche sensorielle nécessaire au développement des enfants, cette niche sensorielle est appauvrie, donc le cerveau de l'enfant est appauvri, moins stimulé. Et là, on peut parler de résilience, même si le trauma est plus difficile à voir. Mmh. Donc évidemment, dans ces mésusages, on n'utilise pas ce terme de résilient comme «soyez résilient». Vous donnez cet exemple du président Bush après l'attentat du 11 septembre à Manhattan, où ça peut être utilisé pour signifier débrouillez-vous tout seul, tenez le coup, comme une forme d'injonction en réalité. Voilà, c'est exactement ça. Et c'est ce que vous venez de dire, ce que Bush, Reagan, Thatcher et d'autres ont dit, qui m'a révolté parce que c'est le contraire de tous les travaux scientifiques, des milliers de publications sur la résilience. Et cet homme politique et d'autres hommes politiques ont récupéré ce concept pour en faire le contraire de ce que on défend. On rend observable, on mesure, on photographie comment un cerveau atrophié par un appauvrissement du milieu peut reprendre un bon développement si on soutient les gens blessés, si on réorganise la niche sensorielle. Un très grand nombre d'entre eux vont reprendre un bon développement, ce qui est la définition de la résilience. Or, quand Bush, Thatcher, Reagan et d'autres emploient le mot résilience, c'est un contresens scandaleux. Ça veut dire soyez résilient, vous êtes de bonne qualité, donc vous n'avez pas besoin de l'aide de l'État. C'est le contresens scandaleux, insupportable, d'abord parce que vous ne pourrez pas me citer un seul être humain capable de se développer sans un autre être humain. Essayez, vous n'en trouverez pas. Si un bébé est privé d'altérité, sa première altérité, c'est sa mère. Ensuite, c'est celui que de mon temps on appelait le père. Alors maintenant, il faudra trouver un autre nom. C'est celui, la famille, les copains, le quartier, la culture, l'environnement, les environnements. Les trois niches sensorielles, le ventre des femmes, c'est le premier habitat d'un bébé, le corps des femmes entouré par celui que de mon temps on appelait le mari, ou les copains. Il y a une nouvelle manière de faire des familles aujourd'hui. Et la troisième niche sensorielle, c'est celle des mots, de la culture, qui agissent sur le cerveau. Ça, c'est une découverte récente. Les mots participent à la sculpture cérébrale. Eh bien, si vous décidez d'isoler un enfant, vous allez le priver de ces trois niches sensorielles, vous allez provoquer des défauts de structure cérébrale. Et plus vous attendrez, plus la résilience sera difficile à déclencher. Donc, plus vous interviendrez tôt, plus vous allez dire « Oh, mais la résilience, c'est facile ». Si vous intervenez tard, vous direz « La résilience, ça ne marche pas ». Et dans les deux cas, vous aurez raison. En intervenant tôt, le cerveau est plastique, vous obtiendrez d'excellents résultats. Et plus vous attendrez, il faut reconnaître que, avec l'âge, le cerveau devient de moins en moins plastique. Ça reste possible, mais c'est plus difficile. Donc voilà, il faut qu'il y ait une blessure, un appauvrissement. Beaucoup de publications parlent d'appauvrissement. Au début, je parlais de blessure parce que ça faisait métaphore. Et maintenant, les jeunes parlent plus d'appauvrissement, ce qui est mieux, ce qui est un progrès dans la compréhension. L'appauvrissement, ça peut être un appauvrissement en geste, en sourire, un appauvrissement en contact et un appauvrissement en mots. Et si cet environnement est appauvri, l'enfance aura des difficultés de développement très faciles à déclencher un processus de résilience physique, affective, verbale, à condition d'intervenir le plus tôt possible. On pourrait même oser le mot carence ou il n'est pas approprié? Alors au début, moi, j'ai beaucoup utilisé ce mot, même avant de travailler sur la résilience. Je parlais beaucoup de carence affective.
Bowlby, en 1951, dans son rapport à l'OMS à Genève, a parlé de carence affective. Donc ça me paraissait logique, donc j'ai beaucoup employé cette expression qui existe, hein. Mais je trouve que les jeunes emploient plus souvent le mot appauvrissement qui définit mieux de quoi on parle. Mais c'est pas exclusif de la carence, hein. La carence est un appauvrissement, sauf que dans la notion d'appauvrissement, on peut ajouter la notion qu'il faut enrichir le milieu avec des gestes, avec des caresses, avec des mots, avec des interventions physiques, le sport, le jeu, la musique, la parole, surtout la parole. Et à ce moment-là, le milieu enrichi va stimuler les zones cérébrales correspondantes et on va photographier la, la résilience neuronale qui est la plus facile à déclencher. Tout à l'heure, vous allez, j'espère, m'inviter à citer le biologiste qui est co-auteur de ce livre. Il dose la reprise des sécrétions de substances neurologiques et neuro-hormonales. Dès que la mère est sécurisée, l'enfant reprend une bonne sécrétion de neurohormones. Donc ça veut dire qu'on peut agir très facilement sur la résilience neuronale, alors qu'il y a 40 ou 50 ans, on nous disait si c'est neuronal, il n'y a rien à faire. Eh bien, c'est exactement le contraire. La résilience neuronale est très facile à déclencher. J'ai fait des électroencéphalogrammes à des enfants abandonnés. Dès que ces enfants retrouvent une figure d'attachement sécurisante, en une nuit ou deux, l'électroencéphalogramme redevient normal pour l'âge. La résilience neuronale, c'est totalement contre-intuitif et la plus facile à déclencher. Donc si on ne le fait pas, on est responsable. Peut-être c'est le moment justement d'évoquer ces travaux, puisque ça fait plusieurs fois qu'on évoque son nom sans le nommer. Donc c'est intéressant de voir concrètement quels ont été ces travaux en fait sur le sujet. Oui, alors vous m'invitez à nommer Pierre Bustany, qui est un des meilleurs neurologues. Il est professeur de médecine, il est docteur en sciences, il est tout, il sait tout. On dit neurophysiologiste, c'est ça pour lui ? Alors, il travaille à Caen, où il enseigne, il y a Francis Eustache, qui est un leader de ce domaine. Il travaille avec un historien, Denis Péchanski. Ils m'ont invité, j'ai eu le bonheur d'être invité par ces deux grands chercheurs. Et on travaille avec des disciplines différentes, on se coordonne pour travailler sur le même objet. J'emploie le mot objet au sens scientifique du terme, hein. C'est-à-dire notre objet, leur objet, c'est le cerveau. Alors là, on emploie le mot de neuropsychologue. Et ils ont des machines magnifiques qui photographient comment la culture cérébrale reprend dès que l'enfant est sécurisé. Qu'est-ce qui peut sécuriser un bébé ? C'est sa mère. Une mère insécurisée n'est pas sécurisante pour son bébé. Donc il faut sécuriser la mère en une nuit ou deux. Dès que la mère est sécurisée, le bébé reprend une construction cérébrale normale pour son développement. C'est d'une plasticité stupéfiante. Alors Pierre Bustany, avec lui on parlera de neurobiologie. Pierre Bustany mesure la sécrétion des neurohormones, l'oxytocine. C'est une neurohormone vedette, c'est le plaisir d'établir des relations, qui augmente la sécrétion d'oxytocine, qu'on sait doser chez tous les mammifères. Et on est des mammifères. On est tous nés d'une femme. On a tous été des mammifères aquatiques pendant 9 mois. Vous aussi, Anne Jesquière, vous avez été un mammifère aquatique. Et donc, on est tous des mammifères aquatiques et on est sécurisé. Dès que notre mère est sécurisée, elle devient sécurisante. En une nuit ou deux. Plus on attend, plus le cerveau est rigide, plus le cerveau est structuré, plus la résilience sera
difficile, mais encore possible. Il y a quelqu'un que j'ai pas invité dans ce livre sur les 2 visages de la résilience, Polydore, qui est neurologue à Cannes et qui montre comment ce processus existe encore chez les gens âgés. Mais les déterminismes sont différents. Il faut trouver l'action, le geste, parce que la plasticité cérébrale est moins grande, mais on peut encore communiquer avec eux beaucoup plus longtemps que ce qu'on croyait. Donc, c'est une nouvelle manière d'approcher l'objet scientifique et l'objet clinique qui est la personne en difficulté. Mmh. Alors justement, dans ses travaux, puisqu'on parlait de Pierre Bustani, lui, il définit, je crois, 2 types de traumatismes, hein. Le premier qui est lié à la rupture psychique, qui est déclenchée par la survenue brutale, par exemple, d'une catastrophe. Et le deuxième qui est un développement dont vous avez parlé, hein, qui est d'un enfant, par exemple, altéré par la confrontation, chronique, en fait, et répétée, en fait, à l'adversité, où, la mère, comme vous le disiez à l'instant, il n'y a pas cette réparation qui vient, assez rapidement derrière. Voilà, c'est ça, c'est une bonne distinction. Le trauma aigu provoque un déséquilibre du cerveau du bébé et ce déséquilibre n'est pas grave s'il dure pas longtemps. Le bébé en alerte crie, sécrète les substances d'alerte, le cortisol, les catécholamines, mais si la mère ou une figure d'attachement, qui peut être le père, qui peut être un métier de la petite enfance, qui peut être la grand-mère, il faut que ce soit une figure familière, régulière, ça peut être une nounou, un métier de la petite enfance. Si une figure d'attachement intervient, ce déséquilibre, ce trauma aigu disparaît très rapidement. Les bébés sont une plasticité stupéfiante. Heu, En revanche, si le trauma est chronique, on s'en méfie moins et là, les substances du stress, le cortisol essentiellement, il y en a d'autres, hein, mais c'est une substance qu'on sait doser dans le sang et dans le liquide amniotique et on constate que si une femme a un stress, une mère a un stress insidieux et qu'on la laisse seule se débrouiller, les substances du stress, le cortisol, finit par franchir la barrière du placenta, le bébé déglutit du liquide amniotique bourré de cortisol toxique pour son système nerveux. Et assez paradoxalement, un stress chronique est plus délabrant qu'un stress aigu. On prend plus facilement conscience du stress Mmh. aigu, mais si on intervient tôt, il n'y aura pas de dégâts, alors que le stress chronique dont on prend mal conscience, lui, risque de provoquer des dégâts durables. Est-ce que, ça signifie qu'une personne adulte qui, vit un traumatisme, hem, de type 1, c'est-à-dire, survenu brutal, aura peut-être dans le processus, dans les études, je sais pas, c'est une question, aura des facilités peut-être plus importantes à remettre en ordre de marche ce processus de résilience que des personnes qui ont subi, de manière délétère petit ces manquements? Alors, tout dépend de l'environnement. Contrairement à la récupération idéologique dont vous m'avez invité à parler tout à l'heure, c'est exactement le contraire. Si l'environnement du bébé est sécurisant, comme je vous l'ai proposé tout à l'heure, en 24-48 heures, ça se remet en place. Dès qu'on sécurise la mère, dès qu'on sécurise la mère, le bébé est sécurisé, ça se remet en place. Pour un adulte, même raisonnement, sauf que c'est plus sa mère qui va le sécuriser, même si, quoique, les mères, c'est pas des femmes, hein. Il y a les femmes, il y a les mamans et les femmes. C'est 2 catégories différentes, disent les enfants. Eh bien, chez un adulte, c'est moins sa mère, c'est plutôt la femme, l'homme avec qui ils vivent. Si le groupe de copains, la société, le quartier, c'est les organisations socio-culturelles. Si elles sont bien organisées, l'homme, la femme traumatisés vont être déséquilibrés, mais s'il y a un soutien culturel, verbal, affectif, ils se remettront en place. Peut-être pas en 24-48 heures, ça dépend de l'intensité, ça dépend de tas de facteurs différents, mais ça se remettra en place. En revanche, si on le laisse seul
on aura des syndromes psychotraumatiques durables qui peuvent se manifester 10, 20, 30 ans après, par le réveil des traces qu'on n'a pas su effacer ou en tout cas métamorphoser. Mmh. Ça veut dire que il faut comprendre comment le contexte sculpte le cerveau pour intervenir sur le contexte de façon à sécuriser l'adulte et lui permettre de reprendre lui aussi un bon développement. Mais chez l'adulte, les mots, les actions culturelles auront plus d'importance que chez le bébé, même si les mots agissent sur le cerveau du bébé beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait avant. Les mots sculptent le cerveau du bébé avant que le bébé soit capable de parler. Et ça aussi, ça a été photographié. Ghislaine Dehaene, qui travaillait avec nous à la commission des 1000 premiers jours, nous a montré des images où on voit comment s'adresser au bébé sculpte son lobe temporal gauche et transforme ce qui était la zone des sons en ce qui va devenir la zone des mots. Donc on voit que les mots, ça c'est une découverte récente de ces dernières années, les mots sculptent le cerveau, les mots comme les gestes, comme le climat, agissent sur le cerveau pour le sculpter. D'ailleurs, dans cet ouvrage, il y a un exemple intéressant de Tim Guénard qui était, cet homme, extrêmement traumatisé dans son enfance. Moi, je me souviens, j'avais été, passionnée par ses livres, il y a, je sais pas, peut-être plus d'une vingtaine d'années, où il expliquait son parcours, d'enfant maltraité, battu, enfermé, je crois, à la cave, etc. Et qui explique, alors peut-être vous pouvez nous raconter l'histoire si vous l'avez en tête, et qui explique qu'en fait, à travers ses conférences, le fait de reverbaliser son histoire le faisait replonger en fait dans son traumatisme. Voilà. Alors j'ai rencontré Tim Guénard, je l'ai apprécié, je l'ai aimé parce que c'était un type courageux qui a eu une enfance incroyable. Vous dites, il a été mis à la cave, il a été jeté à la cave par son père. Il s'est cassé les 2 jambes en arrivant en bas. Il a été laissé seul, les 2 jambes cassées dans la cave. Sa mère l'a abandonné sur une route. Il a eu une enfance incroyablement torturée. Mais il a eu un moment de résilience. Il a rencontré une femme qui a bien voulu le sécuriser. Sa belle famille, dans un premier temps, l'a bien sécurisé et votre serviteur, a cherché à l'aider. Je l'ai rencontré, j'ai beaucoup parlé avec lui. Il était impressionnant de chaleur affective. Il a été sur un moment de résilience agréable. Il est devenu éducateur, il a écrit des livres et la résilience était en marche. Mais vous ne pourrez pas me citer un seul développement linéaire. Même quand il n'y a pas de traumatisme, il y a des moments difficiles. Tout le monde a connu ça, absolument tout le monde. Et on ne parle pas de dépression et on ne parle pas d'échec de la résilience. Quand on a une épreuve, une maladie ou quelqu'un qu'on aime qui est dans l'épreuve, ça nous touche, on est nous-mêmes dans l'épreuve. Et donc il a repris un bon développement. J'ai écrit, je crois me rappeler, 2 préfaces à ses livres, mais j'ai assisté à ces conférences et je lui ai clairement dit: «Attention, la résilience, ça consiste pas à raconter l'horreur comme parfois on nous y invite. La résilience, ça consiste à faire quelque chose de sa blessure, chercher à comprendre ce qu'il avait fait dans un premier temps», puisque dans un premier temps, il a été éducateur, apiculteur, il a été très utile aux enfants dont il s'occupait, mais un jour il m'a dit: «On me fait raconter l'horreur». Primo Levi a dit exactement la même chose. Pourquoi est-ce qu'on me fait raconter que l'horreur de la Shoah, l'horreur d'Auschwitz? Moi, je voudrais raconter comment se remet à vivre après. Or, on ne me pose de questions que sur l'horreur. Alors je l'ai lu dans Primo Levi, qui était de plus en plus mal, et je l'ai vu avec Tim Guénard, qui me dit: «Plus on me fait parler de l'horreur de ce qui m'est arrivé, plus je me sens à nouveau mal, je sens la colère revenir en moi». J'ai refusé de faire la 3e préface de son livre en lui disant: «C'est pas ça qu'il faut faire, faut pas ruminer la souffrance, il faut chercher à la comprendre, comme tu l'as fait jusqu'à maintenant». Et quelque chose s'est passé qui fait que on l'a abandonné, on l'a laissé seul, il n'a pas bien réagi.
On l'a laissé seul, il a ruminé et il a été de plus en plus mal. Donc, il a rechuté et il est redevenu violent. Il y a un livre qui vient de sortir sur sa violence et qui fait un contresens, qui dit c'est l'échec de la résilience. C'est l'échec de la solitude, c'est parce qu'on l'a laissé seul qu'on a interrompu le processus de résilience, mais ça c'est la règle pour nous tous, parce que même quelqu'un de sain, d'équilibré, de paisible, laissez-le seul quelques mois et vous verrez les résultats. Son cerveau Mmh. s'altère, il redevient anxieux, agressif, même pour quelqu'un de bien équilibré. Donc à plus forte raison pour quelqu'un qui a un traumatisme inscrit en sa mémoire. Est-ce que d'ailleurs, vous, à qui on a demandé aussi de raconter ce que vous aviez vécu, déjà, moi, je vous l'ai redemandé dans une émission et j'arrive, je dirais, après de nombreuses batailles, plus de 60 livres à votre actif. Est-ce que vous avez senti qu'il y a eu des moments dans votre vie où vous avez eu besoin de mettre ça aussi de côté, justement, pour pas que ça entrave le processus? Mais oui, régulièrement, même dans les années d'après-guerre, je ne pouvais pas raconter ce qui m'était arrivé parce que ou bien les gens ne me croyaient pas, Mmh. parce que j'ai été arrêté par la Gestapo française, j'ai été mis en prison et j'avais clairement compris qu'on allait me tuer. C'était facile à comprendre, c'était parlé, c'était dit autour de moi. Donc je comprenais bien que j'avais été emprisonné pour être tué et j'ai réussi à m'évader par miracle et avec l'aide d'un grand nombre de justes qui, après mon évasion, m'ont aidé parce que j'avais 6 ans et demi, j'aurais pas été loin tout seul. Mais ces justes-là m'ont aidé et après la guerre, quand j'ai raconté mon évasion, les gens éclataient de rire. «Tu racontes de belles histoires», j'ai entendu ça. Heu, les gens ne me croyaient pas ou bien, ils disaient, «Tes parents ont dû commettre de bien grands crimes pour avoir tant souffert à Auschwitz». Donc je me disais: «C'est pas la peine de parler, les adultes ne comprennent rien». Et puis, très souvent, j'étais obligé de me taire, parce que mon récit angoissait mes amis. Je me rappelle un jour, on était entre amis, j'étais adulte, on était entre, amis et tous racontaient leur enfance, dans la campagne, dans le lycée, les petites bandes de copains, de copines, c'était sympathique comme tout et tout le monde me dit: «Et toi, dans ta petite enfance, où est-ce que tu étais?» Ben, moi, j'étais en prison, condamné à mort. Silence. Mmh. Éclat de rire. «Mais c'est les 2 orphelines que tu nous racontes là?» Éclat de rire. J'ai dû me taire. J'ai préféré me taire parce que j'aurais dé détruit la soirée. Primo Mmh. Levi raconte ça très bien quand il raconte à Auschwitz, à sa famille et à sa sœur avec qui il s'entend très bien, il dit: Dès l'instant où j'ai un peu raconté, la glace est tombée sur la table. Sa sœur, qu'il aimait bien, se lève et quitte la pièce parce qu'elle était angoissée par ce que racontait son frère. Donc j'étais obligé de me taire parce que c'est difficile à dire et je n'ai pu en parler que par le détour de la littérature, le détour de la psychologie, chercher à comprendre. Et là, j'ai pu en parler, mais ça m'est arrivé encore récemment où, les gens me posaient des questions uniquement sur l'horreur, comme à Tim Guénard. Et moi, je leur disais: «Mais non, la résilience, c'est pas raconter l'horreur. La résilience, c'est raconter comment on cherche à se remettre à vivre malgré le traumatisme inscrit dans notre corps, dans notre cerveau ou dans notre histoire». Alors ça, c'est la résilience. La résilience, c'est pas ce qui est arrivé à Tim, ce qu'on a cherché à m'infliger aussi, la dégustation de l'horreur. Il y a des gens Mmh. qui adorent ça et qui ne n'encouragent pas à réfléchir comment faire pour s'en sortir. Il y a des gens, au contraire, qui sont friands de l'horreur et qui, à ce moment-là, peuvent provoquer, comme chez Tim Guénard, qui peuvent provoquer une rechute de la colère qu'il a éprouvée quand il a été incroyablement maltraité. Mmh. Peut-être, pour vous paraphraser, citer le psychiatre Michel Delage, hein, qui dit: «La résilience ne consiste pas à résister face à l'adversité, elle consiste à développer des capacités à mieux vivre quand des dommages ont été subis», hein, qui intervient, Michel Delage, dans votre ouvrage. C'est vraiment intéressant parce que ça signifie pas la fin de la souffrance, mais, c'est un processus pour mieux vivre avec ses blessures. Mais voilà, donc j'ai la chance de travailler
avec Michel Delage, et je suis mot à mot d'accord avec ce qu'il a proposé dans ce livre. C'est-à-dire que c'est un praticien lui aussi. C'est-à-dire que, ça consiste pas à dire ce que j'ai entendu: «Allez, c'est rien tout ça, la vie continue». Eh ben non, c'est pas rien tout ça. Ça peut être très grave. Ça peut être la Shoah, ça peut être l'inceste, ça peut être un trauma immense, ça peut être la guerre qui est en train de réapparaître, et la guerre est une fabrique de psychopathes, surtout chez les garçons plus que chez les filles, qui va se transmettre sur plusieurs générations. C'est une fabrique de psychopathes qu'on est en train de laisser se développer sur la planète. Actuellement, on parle des 2 conflits qui nous touchent, l'Ukraine et le Proche-Orient, mais en fait, il y a 50 conflits armés sur la planète aujourd'hui dont on ne parle pas et qui sont bien plus cruels que le Proche-Orient ou la guerre d'Ukraine, qui est déjà très grand, d'une très grande cruauté. Donc on choisit ces indignations, et le choix de ces indignations révèle notre propre psychisme. Pourquoi est-ce qu'on a envie de s'indigner de 2 guerres alors qu'on se fout éperdument de 48 autres guerres? Donc déjà, on voit qu'il y a une indignation sélectionnée qui parle de nous. Donc Michel Delage a totalement raison. Il ne s'agit pas d'oublier, il s'agit de se remettre à vivre le mieux possible après un trauma, ce qui est possible grâce à nos recherches sur la résilience, aux recherches internationales sur la résilience. Je crois il y a eu 5 congrès mondiaux, et il y a, je crois, si j'hésite entre des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de publications. Quelques-unes sont ratées, mais la plupart sont des jeunes, font des publications très réussies. Il suffit d'en lire quelques-unes. Mmh. D'ailleurs, pour revenir sur, Pierre Bustani dont on a parlé tout à l'heure, sur la neurophysiologie, il a étudié, par imagerie les effets des traumatismes et du stress sur le cerveau, aussi dans le cadre de transmission, intergénérationnelle. Est-ce que ça s'applique dans les 2 sens? C'est-à-dire que de la résilience qui peut être transmise et puis, du traumatisme qui est transmis, c'est-à-dire les 2. Des processus facilités d'un côté ou traumatiques aggravés de l'autre dans la transmission. Mais oui. Alors, si on parle, on transmet l'horreur. Quand j'étais praticien, j'ai eu à accompagner beaucoup de gens qui me racontaient: «Mon père a été à Auschwitz, mon père a fait la guerre d'Algérie, etc. Ou ma mère a été violée». Et elle m'a raconté, alors quand les femmes sont violées, généralement, elles ont énormément de mal à en parler, surtout quand il s'agit d'inceste. Alors là, c'est très douloureux pour elles simplement d'en parler. Mais pour que la guerre, à distance de la guerre et avec la nouvelle proximité de la guerre qui réapparaît, les hommes commencent un peu à raconter leur Seconde Guerre mondiale pour les anciens, ou la guerre d'Algérie qui aussi provoque beaucoup de silence chez les hommes. Et j'ai eu beaucoup de cas où, le père en a parlé en disant: «Il faut que ma fille, mon fils soient au courant, je vais lui expliquer». Il a provoqué un syndrome psychotraumatique la nuit même où il a raconté l'horreur de la guerre. Donc si on parle, on transmet l'horreur; si on se tait, on transmet l'angoisse du non-dit, l'angoisse du silence. D'où la Donc il a nécessité. transmis à sa fille, hein, c'est ça? Voilà, exactement. C'est un grand nom du journalisme, donc je ne sais pas si elle m'autoriserait à dire son nom. Je dis les noms des gens quand ils écrivent un livre, mais là, elle me l'a dit, mais elle ne l'a pas écrit. Donc c'est un grand nom du journalisme. Elle aimait beaucoup son père. Son père fait comme souvent les pères, il couche sa petite fille de 7-8 ans, et moi, quand je couchais mes enfants le soir, je leur racontais des histoires de Tarzan avec les animaux, et mes enfants se fâchaient quand je répétais pas exactement les mêmes mots. «Non, non, t'as pas Oui. dit ça hier soir. Non, non, l'éléphant». Donc il fallait que je redise les mêmes mots parce que ça les sécurisait, et ils se laissaient aller dans les bras du sommeil. Or là, ce père-là, cette petite fille-là, ils s'aimaient beaucoup. Il y avait un réel attachement entre les deux, et le père décide de ne rien cacher à sa petite fille et il lui raconte Auschwitz. Et elle me dit: «J'ai commencé mon syndrome psychotraumatique la nuit même». Et comme elle n'osait pas en parler, on l'a laissée seule avec cette horreur
dans son âme et elle a mis des années à s'en remettre. Alors donc, si on parle, on transmet l'horreur, si on se tait, on transmet l'angoisse du vide, l'angoisse de la non-représentation, d'où la nécessité du détour par le tiers. Les médias. Détour par le tiers, médias du roman, médias de la réflexion, médias des médias. Beaucoup de journalistes donnent la parole et invitent à travailler le concept. Donc ça veut dire que médias, c'est possible, le théâtre, le cinéma, la littérature, auraient permis à ce père, ma fille, j'ai quelque chose de difficile, il m'est arrivé dans mon enfance, mais va au cinéma, on va voir ensemble Les Guichets du Louvre, on va lire ensemble Le Dernier des Justes de Schwarzbach, et on en parlera. Donc le détour du tiers maîtrise l'émotion, et l'enfant peut apprendre à comprendre comment son père a été à Auschwitz ou a fait la guerre d'Algérie. Et maintenant, il y a d'autres guerres en chantier qui vont transmettre l'horreur à travers les générations. Mais le détour par le tiers devient possible, sauf si on encourage le langage totalitaire, ce qu'on voit se mettre en place au Proche-Orient, ou sur la bande de Gaza, où il y a dans d'autres guerres bien pires dont on ne parle jamais, au Yémen, où les musulmans sont persécutés en Birmanie. On n'en parle jamais, on n'en parle pas, ça ne n'intéresse pas. On est intéressé par les 2 guerres qui nous touchent. Il y en a d'autres plus cruelles dont on ne parle jamais, alors qu'on devrait faire un travail d'élaboration. Mais actuellement, les femmes en Iran sont en train de développer des films et une littérature de la résistance, pas de la résilience, hein, de la résistance à l'incroyable dictature religieuse qu'on laisse se développer sur la planète aujourd'hui et qui commence à arriver en France. Et là, il faut donner la parole à ces femmes parce elles ont le culot, le courage de décrire ce qu'est une dictature religieuse dans les gestes quotidiens. Une femme n'a pas le droit de chanter. Une femme n'a pas le droit de parler à voix haute. Une femme n'a pas le droit de montrer ses cheveux. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Et on laisse se développer une dictature religieuse, alors que si les médias donnent la parole au cinéma, à la littérature, à la psychologie, à la politique, si on donne la parole à ces femmes, on pourra s'opposer au langage totalitaire incroyable qu'on voit se développer, y compris en France. Ce langage totalitaire arrive en France et on le laisse s'installer. Donc, il faut absolument que les romans, le cinéma, les journalistes donnent la parole à ces femmes. Évidemment, merci de le rappeler. On pense évidemment aux femmes afghanes quand vous dites ça, aux femmes iraniennes et puis à bien d'autres encore. Et je pense à ma consoeur Abnous Chalmani qui fait aussi un travail remarquable pour faire entendre à travers sa littérature la voix de ces femmes. Juste pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on entend en fait par rapport à cette souffrance, vous n'êtes pas en train de dire, on imagine bien, qu'il y a des souffrances qui sont moins pires que d'autres. C'est simplement qu'il y a certains conflits de grande ampleur dont on parle très peu. Alors oui, il y a actuellement sur la planète 50 conflits armés, c'est-à-dire que 48% de la population humaine sur la planète vit dans un pays en guerre. On ne peut pas ne parler que de ça, donc on choisit les pays qui souffrent, mais il y a d'autres pays qui souffrent. On choisit la souffrance des pays proches de nous parce qu'on la comprend mieux, mais il y a d'autres pays qui sont en souffrance immense, qui sont plus loin que nous et dont on parle très peu, et pourtant il y a énormément de souffrance. Il y a des pays où, par exemple, en Syrie, qui était une très belle civilisation, complètement détruite par Bachir el-Assad, rétablie sur son trône par Poutine, où il y a 600 000 morts, 6 millions d'exilés et 100 000 Palestiniens tués dont personne ne parle. Donc je pense que il y a beaucoup de musulmans persécutés en Birmanie dont personne ne parle. Donc je pense que les souffrances, quand on souffre, un être humain souffre de la même manière, mais parfois il est récupéré idéologiquement dans une autre culture qui se sert de sa souffrance pour manipuler les émotions publiques. Je voudrais faire juste une parenthèse parce que
Vous aviez, écrit cet ouvrage, Les laboureurs et les mangeurs de vent. On avait fait un épisode dessus, numéro 346, La force de penser par soi-même. Donc si des personnes qui nous écoutent ne l'ont pas encore écouté, où on parle aussi, des phénomènes d'emprise collective, vous avez beaucoup parlé de Hannah Arendt aussi dans cet ouvrage. Je vous invite peut-être à vous lire et puis à réécouter peut-être l'épisode qu'on a fait, à ce sujet. Alors puisqu'on parle, Boris Cyrulnik, du collectif, il y a une personne qui en parle dans votre livre dont on n'a pas encore, qu'on n'a pas encore mentionné, qui est Michel Toussignan, qui est chercheur aux crises, qui a fait une carrière au département de psychologie de l'Université du Québec et qui nous parle de la résilience de ce processus au niveau du collectif et qui donne comme exemple Mandela ou Gandhi à l'échelle peut-être d'une population. Comment ça se déroule? Parce que c'est vrai que ça nous donne envie de comprendre ce mécanisme-là, à l'inverse, au niveau collectif. Comment un régime totalitaire peut se mettre en place et comment, à l'inverse, des populations peuvent ensuite se réparer à travers ce processus derrière. Voilà, alors Michel Tousignan était professeur de sociologie à McGill Institute à Montréal Mm. et il travaille avec une Américaine, Erin Zaft et à eux 2, ils ont en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, il y a énormément de déplacements de population. Alors ça arrive en Italie, ça arrive en France, hein, ça mais lui, il a travaillé dans les 2 Amériques. Et il y a beaucoup d'Indiens sont chassés de chez eux par le sentier lumineux. J'ai appris récemment qu'après une période de silence, ils se remettent en action actuellement. Le sentier lumineux, c'est une tentative de prise de pouvoir par l'extrême gauche. Et, donc Michel Tousignan a suivi une population chassée de chez eux par le sentier lumineux, une population du Guatemala. Ils étaient tués, comme ça, dans la rue, et ils ont dû pour ne pas mourir, ils sont partis avec leur famille, et ils ont subi des destins sociaux différents. Une partie de cette population, ils sont restés groupés, ils se sont installés ils ont pu s'installer, près de la frontière, ils ont gardé leur langue, ils ont gardé les rituels de leur culture, ils ont fait leurs fêtes de leur religion, de leur culture. Et puis d'autres, au contraire, ont été mis dans des camps. Comme je l'ai vu quand j'ai travaillé en territoire palestinien, j'ai vu des camps qui n'existent que dans les pays arabes. Il n'y a pas de camp palestinien quand les Palestiniens vont dans d'autres pays, ce qui déjà pose un problème. Alors, ces Indiens ont été mis dans des camps avec des subventions internationales, pas de culture, pas de langage, que la survie désespérée. Et puis le dictateur est tombé, je crois me rappeler qu'il s'appelait Taylor, mais j'en suis pas sûr, hein, faudra vérifier. Le dictateur est tombé, ils ont été autorisés à rentrer chez eux. Or, les Indiens qui avaient gardé leur langue et leurs rituels ont Mm. refait des villages qu'ils ont appelés Esperanza, l'espérance. Mm. Et il y a eu très peu de syndromes psychotraumatiques qu'on sait évaluer maintenant. Il y a des tests psychologiques, biologiques, comportementaux. On sait, eh bien, dans cette population-là, il y a eu très peu de syndromes psychotraumatiques, alors que dans la population qui avait été mise dans des camps, sans culture, sans parole, il y a eu, quand ils ont été autorisés à rentrer chez eux, il y a eu énormément d'alcoolisme, de violence, de suicide, de syndromes psychotraumatiques. Ils n'ont pas réussi à déclencher un processus de résilience. Or, chez nous, ils n'ont pas réussi parce qu'on les a mis dans des camps. Hein, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui les a empêchés de déclencher ce processus, alors qu'un autre environnement a protégé une partie de ces Indiens. Or, chez nous, on a eu Calais il n'y a pas longtemps. Oui. J'ai donné des cours en territoire palestinien. J'ai eu l'occasion de traverser des camps palestiniens qui, effectivement, se passent à la télé, mais ils sont effectivement insupportables. Mais ça aussi, ça a été créé par l'environnement politique. C'est l'environnement politique
qui a obligé ces hommes et ces femmes à vivre dans des conditions inacceptables. Et je pense que parmi eux, on trouvera énormément, enfin c'est pas je pense, je sais que parmi eux, il y a déjà énormément de syndromes psychotraumatiques, alors que quand les Palestiniens peuvent s'intégrer, comme ils l'ont fait au Chili, comme ils l'ont fait en France, il y en a beaucoup qui s'intègrent bien, eh bien, il y a beaucoup moins, il y a très peu de syndromes psychotraumatiques. Mmh. Ça paraît, logique puisqu'on est sur le collectif, on peut former aussi des groupes d'individus à la résilience en amont. On pense par exemple, aux formations à la résilience militaire qui sont destinées aux soldats. Alors là, il faut faire attention, il faut bien distinguer la formation à la résilience militaire, ou des gendarmes ou des policiers, ou des pompiers, puisque ces gens-là ont choisi de faire un métier où ils risquent le stress, ils risquent le trauma, et un grand nombre On d'entre pense, eux. à des humanitaires aussi. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié de le Mmh. dire, merci, vous avez raison. Beaucoup d'humanitaires payent cher actuellement, la Croix-Rouge paye cher actuellement, par un nombre très élevé de syndromes psychotraumatiques. Mais là, ce sont des professionnels qui cherchent à comprendre les facteurs de protection avant le trauma, ou l'acquisition de facteurs de vulnérabilité avant le trauma, parce que c'est des métiers où ils vont se mettre en possibilité de subir un trauma. Il faut, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, à distinguer le trauma aigu et le trauma chronique. Il faut aussi voir comment ces hommes et ces femmes, parce que maintenant de plus en plus de femmes s'engagent dans l'armée et dans la police, ou même chez les pompiers, et on voit qu'elles aussi, elles ont de plus en plus de syndromes psychotraumatiques. Donc il faut voir comment tout de suite après le trauma, on peut mettre en place un dispositif de soutien qui va limiter le syndrome psychotraumatique. Et il faut distinguer ces groupes de recherche sur la protection, de la préparation à la résilience, de groupes qui s'installent en ville pour faire des formations financées à des coachs qui font des formations coûteuses à la résilience, et qui sont des entreprises commerciales proches de l'escroquerie. Chez les militaires, là, il y en a des professionnels qui cherchent à comprendre. Alors, facteurs de protection, avant le trauma, parmi ces militaires, il y a ceux qui ont choisi ce métier parce qu'ils ont envie de se consacrer à l'aventure sociale. Beaucoup de jeunes, les jeunes à Toulon où j'habite, 55% des garçons et 45% des filles veulent s'engager dans l'armée, dans la police ou dans la gendarmerie. Donc ils ont un sens social. Ça, c'est un phénomène dont on parle peu et qui est quand même assez étonnant. Ils veulent protéger la société alors qu'on les présente plutôt comme désocialisés. Donc, facteur de protection, il parle bien. Michel Delage a mis en place, il était médecin militaire, donc il a mis en place un système d'accueil par les familles. Votre fils, votre fille se sont engagés dans tel bataillon plutôt difficile, ils sont envoyés en Afghanistan, ils sont envoyés au Mali, ils ont un risque de syndrome psychotraumatique. On va vous préparer, vous, famille, à les accueillir. Parce qu'avant, quand un homme rentrait de la guerre de 14 avec un énorme syndrome psychotraumatique, on punissait cet homme, hein, au lieu de l'aider. Quand les vétérans sont rentrés de la guerre américains sont rentrés de la guerre du Vietnam, altérés par ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient fait, l'alcool, la violence, la drogue, ils étaient très altérés, on les punissait, on les mettait en prison. Alors que là, la préparation dit, il faut au contraire organiser le soutien des familles, des amis, du sport, organiser autour d'eux les 3 niches sensorielles dont je parlais tout à Mmh. l'heure, de façon à ce que ces hommes, ces femmes puissent être sécurisés et qu'on puisse limiter les syndromes psychotraumatiques. Ce qui a été fait après l'attentat du Bataclan. Oui. Ça a été très bien fait, et on a une évaluation qui a été faite. Un an, il y a eu énormément de syndromes psychotraumatiques tellement cet attentat a été effrayant. On a laissé, le tireur tirer dans la foule pendant 14 minutes. C'était parce que quelqu'un attendait l'ordre d'intervenir. Les soldats avaient l'ordre de ne pas intervenir, et donc là, il y a eu une défaillance.
En revanche, il y a eu un grand succès de la prise en charge de ces blessés, beaucoup de syndromes psychotraumatiques. Ils ont été tout de suite entourés, sécurisés et progressivement invités à la parole quand eux le souhaitaient, quand eux avaient envie de parler. Un an après, 90% des syndromes psychotraumatiques avaient disparu. Thierry Bobet, qui était responsable, qui est professeur à Paris, avait été responsable de l'organisation de ces soutiens et un an après, 90% de succès. Et maintenant, la France, d'ailleurs, est divisée en régions de résilience avec un responsable par région, parce qu'il y aura, comme on laisse se développer cette tentative de dictature religieuse et idéologique, il y aura d'autres attentats, et la France est organisée désormais pour que tout de suite un système de résilience se mette en place pour Mmh. aider les traumatisés. Alors, un autre champ, on approche de la fin de cette émission, Boris Cyrulnik, dans lequel c'est utilisé, c'est évidemment dans le cadre scolaire et familial, on en a parlé, mais dans le cadre scolaire. Et là, c'est Marie Arnaud, qui est professeure de psychologie clinique, spécialiste de la résilience dans ce cadre-là, qui nous en parle. Alors, elle invite aussi à se méfier de la résilience. Ça, beaucoup le redisent dans les experts, et puis vous-même qui contribuent à cet ouvrage. La résilience, c'est pas cette qualité de pouvoir triompher de manière égotique comme ça. Ah, super, je suis résilient, j'ai réussi face à l'adversité. Ce n'est pas une qualité, c'est un processus. Je le redis encore pour que ce soit clair. D'ailleurs, vous qui nous écoutez, nos chers auditeurs et auditrices, est-ce que vous aviez le sentiment de mal utiliser peut-être ce terme de résilience et après avoir écouté Boris Cyrulnik, c'est plus clair maintenant, je l'espère, pour vous de ne pas aller dans ce mésusage, en tout cas aussi sémantique, mais pas seulement, conceptuel également. Alors revenons peut-être sur Marie Arnaud. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne dans un cadre, par exemple, scolaire? Alors, Marie Arnaud a fait toute sa carrière. Elle est Arnaud, pas Arnaud, excusez-moi, j'ai dit Arnaud. Oui, 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 Arnaud. Marie. Oh, mais elle a un joli prénom associé à un joli nom, ça fait Mariano, c'est plutôt sympathique, hein. Oui, très Donc, bien. d'ailleurs, elle est très sympathique, c'est une vraie praticienne, elle a été doyenne de Lyon 2, de l'université de Lyon 2, c'est une femme brillante, et elle a fait toute sa carrière comme praticienne. C'est-à-dire sur le terrain, c'est une laboureuse, elle a été sur le terrain et elle dit: «Méfions-nous effectivement, c'est pas une qualité». On le répète tous depuis 40 ans, on le répète, c'est un processus qui va progressivement se développer, une nouvelle construction après une déchirure traumatique. Voilà, je le redis volontairement avec d'autres mots, parce que c'est quand même facile et logique. Or, Marie Anneau montre qu'à l'école, ça peut être un lieu de résilience, mais s'il y a du harcèlement, si les enfants acquièrent une phobie scolaire, comme on le voit se développer actuellement, l'école va devenir un lieu de stress. C'est-à-dire que l'école peut être un lieu de résilience, ce qui a été mon cas, où à l'école j'avais des copains, j'avais des professeurs sécurisants qui m'ont fait des cadeaux pour la vie, mais d'autres enfants connaissent des lieux de harcèlement ou d'humiliation, notamment ceux qui ont un retard de langage, parce que chez eux, on parle peu, parce qu'on est dans un milieu appauvri par l'échec scolaire, par l'abandon culturel. Donc Mariano développe très bien comment les deux évolutions sont possibles. D'ailleurs, sa thèse porte sur ces enfants abandonnés. Si on les laisse seuls, eh bien, ils répètent le malheur. Si on les entoure, ça ne sera pas du 100%, parce qu'en sciences humaines, c'est jamais du 100%, mais un grand nombre reprendra un processus de résilience, c'est-à-dire un travail du blessé avec ce que son milieu lui offre. Et son milieu lui offre d'abord le ventre de sa mère, c'est la résilience qui se met en place avant la naissance. Très tôt, il faut qu'il y ait un foyer avec plusieurs figures d'attachement autour de l'enfant, et beaucoup plus tôt que ce qu'on croyait, il faut qu'on parle au bébé, parce que le bébé ne comprend pas les mots, mais il comprend qu'on lui parle. Pour lui, c'est un événement important, et ça sculpte une autre zone de son cerveau. Et quand les enfants qui ont été sécurisés avant, à qui on a parlé,
avant qu'eux-mêmes soient capables de parler, ces enfants rentrent en maternelle aujourd'hui avec un stock de 3000 à 3500 mots. Alors que les enfants autour desquels ou à qui on n'a pas parlé parce que leur père était violent, parce que leur mère était malheureuse ou morte ou malade, parce que la vie n'est pas toujours facile, ces enfants rentrent en maternelle au même âge avec un stock de 200 ou 300 mots. Devinez lesquels vont jouer à apprendre à l'école et devinez lesquels vont être humiliés par l'école. C'est-à-dire que très tôt, on voit que certains enfants vont voir que leurs petits copains de classe jouent à apprendre. Et c'est volontairement que j'associe les deux, parce que Mérieux, qui est un grand nom de la pédagogie, avec qui j'étais en Finlande, invité par Jeannette Bougrabe, après qu'elle ait été, elle secrétaire d'État, et on a eu l'occasion de voir en Finlande et dans les pays d'Europe du Nord comment la nouvelle école ralentit le développement des enfants. Donc en ralentissant le développement des enfants, ils ont confiance en eux. La notation intervient seulement à 10 ou 11 ans et ces enfants qui sont éducativement ralentis, à l'âge de 15 ans, aux évaluations PISA, l'évaluation Mmh. scolaire internationale, à 15 ans, ils sont médaille d'or. C'est-à-dire qu'on voit que le fait de ralentir le développement des enfants leur donne confiance en eux. T'as pas compris aujourd'hui, c'est pas grave, tu comprendras demain. Et effectivement, le développement des enfants à l'école n'est pas une pente. De même que le processus de résilience, pour Tim Guénard, n'est pas une pente. J'ai participé à une thèse que je cite, Valérie Bréau, une thèse à Nantes, et cette thèse montre bien que c'est pas un progrès linéaire, c'est un progrès fluctuant, comme nous tous dans la vie. On a des moments heureux et des moments difficiles. Donc le processus naturel est fluctuant, mais quand on ne force pas les enfants à sprinter, ils acquièrent la confiance en eux et ils apprennent plus facilement. J'ai dirigé une thèse qui montre que dès que un enfant est sécurisé, ses performances scolaires s'améliorent. Or, ce que fait notre culture, et surtout la culture américaine, et ce que faisait la culture japonaise, c'était forcer le sprint des enfants, surstimulés. Les filles tenaient mieux le coup que les petits garçons, parce que le développement des filles et le développement des petits garçons, chrono-biologiquement, ne se fait pas à la même vitesse et au même moment. Et les filles tenaient mieux le coup que les garçons. Mais un très grand nombre de filles faisaient des dépressions après le succès scolaire. C'est-à-dire qu'il y avait une montée en flèche des suicides de jeunes femmes brillantes, parce qu'elles étaient surstimulées. Et c'est la surstimulation qui avait diminué leur qualité. Les Japonais viennent d'interdire la deuxième école qui surstimulait les enfants. Il y avait une première école obligatoire, la journée, et une deuxième école privée dans les familles, la nuit. Les enfants de riches avaient une deuxième école, un petit groupe dans des beaux logements. Les enfants de pauvres avaient des réunions dans les caves ou dans les cafés enfumés avec du bruit. Ces enfants étaient surstimulés jusqu'à la dépression et là, les filles tenaient moins le coup que les garçons. Donc on voit que les développements sont déjà sexués, genrés comme on dit maintenant. Et donc, un garçon et une fille ne se développent pas à la même vitesse. Et la deuxième école vient d'être interdite au Japon après que les Japonais aient décidé de traduire notre rapport sur les 1000 premiers jours qui montre que dans ces 1000 jours, c'est là qu'on acquiert des facteurs de protection ou des facteurs de vulnérabilité. Et en plus maintenant, une petite fille qui arrive au monde aujourd'hui, elles seront presque toutes centenaires ou presque. Donc si on ralentit leur développement, qu'est-ce que ça peut faire? Elles vont Mmh. perdre quelques mois ou un an sur une espérance de vie de un siècle. Et alors que ça a plus de sens de faire sprinter les enfants. En les ralentissant, ce que j'ai vu avec Jeannette Bougrabe, ce que j'ai vu en Finlande, pas un cri, que des sourires.
les enfants allaient à un rythme lors des consignes. J'ai vu des cours de cuisine réservés aux garçons et les garçons devaient faire la cuisine et inviter les filles et nous inviter. Mon témoignage, c'est qu'il y a beaucoup de garçons qui ont un talent culinaire qui frôle, qui mériterait un prix Nobel de la cuisine. C'est-à-dire que les conditions éducatives, les valeurs éducatives ne sont plus du tout les mêmes et l'école maintenant, Marie Hanot nous explique que l'école maintenant sera un facteur de développement à condition d'y enseigner, bien sûr, ce qu'il a lire, écrire et compter, bien sûr, mais aussi la musique, le sport, le théâtre dans l'école et non plus à côté. C'est pour ça que avant-hier, j'étais dans la très belle ville de Clermont-Lérault, où un centre a été fait d'après ces principes, où les enfants en difficulté ne sont pas rejetés. Ils sont intégrés dans l'école, un grand espace, avec un théâtre, avec un club musical, avec des terrains de sport, avec une cantine partagée dans l'école. Et Ouais. j'espère qu'ils vont ralentir. Ça, c'est merveilleux et ça fait écho, on fait une parenthèse, aux travaux de Maria Montessori qui, déjà, il y a plus de 100 ans, observait cet esprit absorbant de l'enfant de manière séquencée en disant l'enfant acquiert des compétences, non pas toutes ensemble, mais les unes après les autres et il faut laisser l'enfant à son rythme. Céline Alvarez a réécrit sur les lois naturelles de l'enfant. Je pense aussi à cette pédagogue que j'ai reçue dans Métamorphose, Joanne Koenig, avec la méthode Koenig, qui sont des écoles où la musique est un langage à part entière et qui devrait être enseigné au même titre que des langues étrangères au sein des écoles. C'est magnifique. Mais je vais même aggraver votre cas. C'est que vous mettez, je l'ai vu, vous l'avez sûrement vu aussi, dans une crèche, des bébés préverbaux, fortement préverbaux, 8, 10 mois. Ils jouent, vous leur mettez de la musique, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles et ils Mm, changent de comportement. tout à fait. C'est-à-dire que mais la neuroimagerie, c'est Michel Houdet a montré comment il a fait des neuroimageries avec la musique préverbale. Le marquis avec qui j'ai la chance de travailler à Toulon est musicien, musicologue et neurologue, et il nous a montré des neuroimageries d'enfants, de bébés, à qui on fait entendre de la musique avant la parole. On voit 4 points rouges s'allumer quand ils entendent de la musique autour de la zone qui va devenir la zone du langage. Et ces enfants à qui on fait entendre de la musique parleront tôt, parleront mieux et se socialiseront mieux que les enfants à qui on ne fait pas entendre de musique, parce que la musique, comme les mots, va participer à la sculpture cérébrale. Et ces enfants, grâce à la musique, vont améliorer les structures cérébrales et ils auront ensuite un moyen esthétique. C'est un plaisir physique, la musique, parce que probablement ça caresse certains neurones de localisation précise que Michel Houdet a photographié. Donc ça veut dire qu'il faut apprendre à raisonner différemment pour prendre des décisions pédagogiques différentes. Mm. Et on n'a pas cité, on en terminera là, mais les personnes qui liront votre livre retrouveront aussi le linguiste Alain Bentolila, hein, qui parle du verbe et du rôle de la narration en fait dans la résilience. C'est vraiment important. Il dit le verbe fait des hommes des créateurs et non des créatures, avec ce pouvoir de la parole qui sert vraiment aussi une pensée libre, qui refuse la soumission et invite vraiment à l'élévation, à l'autonomie. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, on n'a pas cité tous les experts hein, quand même. Est-ce qu'on peut, peut-être pour leur rendre hommage, tous ceux qui interviennent dans votre livre, Claude de Tichet, on n'a pas parlé de lui, Michel Toussignan non plus, Michael Ingard dans votre ouvrage, mais les personnes qui vous liront les retrouveront puisqu'ils ont tous quelque chose de particulier à dire sur la résilience. On parle souvent d'écosystèmes résilients. Et ça, on peut le dire, hein, puisqu'on parle d'écosystèmes parfois qui ont été traumatisés. Ça, c'est OK, hein, Boris Cyrulnik. Mais oui, Michael Ungar, que je rencontre souvent, j'étais avec lui à Prague, où les Tchèques travaillent très bien le concept de résilience parce qu'ils associent des neurologues avec des philosophes. Et le mélange donne des résultats passionnants.
Parce que si on laisse les neurologues tout seuls, ils vont faire de la neurologie. Alors que si on laisse les philosophes tout seuls, ils vont citer les anciens, Platon, Aristote, que j'ai essayé de fréquenter, mais je ne suis pas très doué. En revanche, dès l'instant où on mélange les neurologues et les philosophes ensemble, ils font des publications absolument passionnantes. Les Tchèques l'ont fait, Michael Ungar y était, et Michael Ungar a fait un livre à Oxford Publicity Press qui montre que il faut s'entraîner, comme vous l'avez dit, en termes de raisonnement écosystémique et non pas en termes de linéaire, mais ça, on l'a fait depuis le début de notre émission. En revanche, on a bien cité Michel Tousignan, on n'a pas assez cité Alain Betolila, qui montre effectivement que les mots qu'on choisit sont créateurs. Et que faire un récit, c'est une représentation de soi qui nous permet de s'exprimer et de partager, d'exprimer notre monde intime et de le partager avec quelqu'un d'autre, à condition qu'il y ait 2 récits et surtout pas un seul récit totalitaire, celui qui dit la loi du chef religieux, chef idéologique ou chef financier. C'est-à-dire que là, vraiment, il faut donner la parole aux praticiens. Alors, c'est un autre raisonnement. Il y a des gens qui adorent les raisonnements évolutifs. Et il y a des gens qui ont horreur de ça. Et on retrouve la critique de Darwin entre les évolutionnistes et les fixistes. Les évolutionnistes qui étaient amusés par le changement. Ce qui nous arrive après la pandémie, après les guerres qui sont nombreuses sur la planète aujourd'hui et qui sont très près de nous, on est contraint à l'évolution. Donc, étant contraint à l'évolution, ou bien on va inventer une nouvelle école, une nouvelle prise en charge éducative, on invente déjà des nouvelles familles, mais ça fait peur à une bonne part de la population qui, étant effrayée, va se précipiter dans les bras des langages totalitaires qui disent « mais moi je sais d'où vient le mal ». Et depuis René Girard, on sait très bien que le phénomène du bouc émissaire désigne l'étranger, le juif, la sorcière. C'est les 3 boucs émissaires habituels. Il suffit de les tuer, de les massacrer, et tout ira mieux. C'est ce que dit le langage totalitaire. On voit réapparaître ces discours, donc il est vraiment nécessaire d'apprendre à s'intéresser, de s'entraîner au raisonnement écosystémique, c'est-à-dire d'écouter une autre discipline que la nôtre. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci infiniment Boris Cyrulnik pour cet entretien. Je résume donc une dernière fois que la résilience n'est ni une qualité ni une théorie du bonheur, mais désigne un processus psychique faisant suite à un traumatisme. Je rappelle que votre ouvrage, coécrit avec 6 autres experts, s'intitule « Les 2 visages de la résilience » et est publié aux éditions Odile Jacob. On peut bien entendu retrouver les 2 émissions que nous avions déjà enregistrées précédemment ensemble. À bientôt. Merci de m'avoir invité, Anne Gesquier. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.